Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous poser la question comment diffuser un message pertinent avec des graphiques. Pour ce faire, je vous propose à l'agenda de notre cours comment un message est perçu, comprendre sa perception et comment il est retenu, comment se fixer un objectif, voir qu'on peut être efficace en 3 étapes pertinentes, définir son message, identifier la comparaison et sélectionner le graphique adéquat. En pratique, disons qu'une image vaut 1000 mots. Voyez tout de suite que l'intérêt de cette image, c'est pas besoin de commenter, elle parle d'elle-même. De la même manière, tout ce qui peut être compris de travers le sera. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre comment un message est perçu et retenu. Partons d'un message que vous voulez communiquer. 100% de tout ce que vous voulez dire est le début de ce message. Et puis petit à petit, ces 100% vont diminuer. Il y a ce que vous allez dire en vérité, avec vos propres mots, ce que les autres vont lire, votre texte, les distractions auxquelles ils vont être soumis, ce que les autres écoutent, leur motivation personnelle, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils retiennent, ce qu'ils restituent, ce qu'ils utilisent après. De tout cela, des 100% initialement imaginés, il en reste à peu près 10%, d'où l'intérêt d'être précis dans votre message. Évidemment, se fixer un objectif, c'est important, et le meilleur moyen de rater son objectif, c'est d'oublier de s'en fixer un. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre cet objectif, il est important d'une part de savoir qu'il y a 3 paramètres essentiels. D'une part, vous, en tant qu'auteur, avec ce que vous voulez communiquer, ce que vous voulez obtenir de votre auditoire. Et puis vous avez vos lecteurs. Eux, qui sont-ils? Qui voulez-vous convaincre? Et quelles sont leurs préoccupations? Mais vous et vos lecteurs, vous et votre auditoire, vous et vos spectateurs sont aussi dans un lieu précis, ce qu'on appelle l'environnement. Et cet environnement va influencer la perception. S'agit-il d'une présentation orale ou écrite? Quels sont les objectifs du demandeur? Oui, ce n'est pas nécessairement la même personne que vos lecteurs. Quels sont les objectifs stratégiques, les valeurs que vous voulez communiquer? Tout cela va vous conduire à l'intersection de ces 3 éléments à définir votre objectif. 3 étapes sont importantes pour définir son objectif. D'une part, définir son message, ensuite identifier la comparaison et finalement sélectionner le type de graphique approprié. Pour définir son message, il est important d'avoir précisé quel est le contenu du message. Quelles sont les hypothèses que vous voulez confirmer ou infirmer? Et c'est bien sûr le message qui détermine le type de graphique à utiliser et non pas l'unité de mesure et encore moins ce que vous voulez mesurer. Pour définir son message, il existe une méthode relativement simple. Le principe consiste à souligner la signification des données. Concrètement, vous allez prendre un tableau de données ou un listing avec des données. Vous allez parcourir les résultats disponibles. Vous allez, pour parcourir ces différentes données disponibles, lire attentivement les données chiffrées, visualiser les logiques qui vous semblent sous-jacentes en utilisant, par exemple, un surligneur vert pour souligner ce qui vous paraît logique, cohérent, ce que vous attendiez, et par exemple un surligneur rouge pour souligner les choses inattendues. En tout cas, il ne faut pas hésiter à noter les tableaux, de manière à ce que vous puissiez identifier le message que vous allez vouloir communiquer.
Et ensuite, vous allez établir les messages à communiquer en commençant par le message qui le fera ressortir, par le message le plus important qui ressort du tableau de données. Pour ça, utilisez le message comme le titre du graphique et distinguez le titre général d'un graphique, le titre générique de votre exhibit, de votre présentation, de votre diapositive, du sujet même du graphique, qui par définition est plus pointu, plus précis. Pour identifier la comparaison, l'idéal est de partir du principe qu'un graphique sert à prouver ce que vous dites, ce que vous allez dire, ce que vous voulez dire, et non pas un graphique qui va guider votre choix. C'est toujours le message qui va servir à la base d'un graphique. Dans le cas contraire, vous risquez purement et simplement d'être manipulé par un logiciel de dessin qui va vous proposer par défaut des graphiques ou dans un ordre qui lui semble le plus pertinent, mais pas nécessairement le plus adapté à vos besoins. Pour identifier cette comparaison, vous avez besoin de préciser de quelle comparaison il s'agit. Prenons le cas, par exemple, d'un groupe d'éléments sans ordre particulier ou d'un groupe d'éléments classés dans un ordre particulier. Nous n'allons pas utiliser le même type de graphique. Dans le premier cas, quand il n'y a pas d'ordre, ça sera une liste précédée de puces. Quand il y a un ordre, ça sera toujours une liste, mais elle sera numérotée dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Deuxième exemple, vous avez un groupe de points à vérifier ou une série d'actions réalisées. Dans le cas d'un groupe de points à vérifier, c'est intéressant d'utiliser une liste précédée de cadres transparents. Par contre, dans le cas d'une série d'actions réalisées, c'est utile d'utiliser une liste précédée de cadres pré-remplis. Quand vous voulez mesurer les relations et les étapes d'un processus, vous allez utiliser d'autres éléments que si vous voulez réaliser des comparaisons d'éléments les uns avec les autres. Dans le premier cas, vous utiliserez un diagramme fléché où vous allez montrer les options possibles à travers de flèches. Dans le second cas, vous utiliserez par exemple un tableau dans lequel vous pourrez colorer l'ensemble des cellules en fonction d'éléments indicatifs. Par exemple, vous les renforcez en disant que c'est un bon choix, vous pouvez le colorer en fond vert, un choix auquel il faut être attentif en fond orange, un choix inopérant, par exemple, en fond rouge. Enfin, imaginons que vous vouliez comparer des éléments. Alors, on veut toujours comparer des éléments entre eux. Première possibilité, en fonction d'un total ou dans un classement les uns par rapport aux autres. Éléments en fonction d'un total, en fonction d'un total généralement de 100%, c'est une tarte ou un camembert. Dans le cas où il s'agit simplement d'un classement, on va utiliser des barres horizontales, ce qui permet dans ce cas de dépasser les 100% ou de ne pas arriver à un total de 100%. Si par contre, vous voulez mesurer l'évolution des chiffres dans le temps ou répartir plusieurs éléments en fonction d'une variable, vous utiliserez par exemple des colonnes verticales ou des points reliés par des lignes. Généralement, quand il y a peu d'éléments, on utilise des colonnes. Quand on a un grand nombre d'éléments, on les relie généralement par des lignes. Quand vous voulez mesurer la relation qui existe entre deux variables, ce qu'on appelle une corrélation, des éléments qui varient ensemble, dans un sens identique ou dans un sens opposé, ou quand vous voulez mesurer un concept, on utilise d'autres éléments. Dans le premier cas, on peut utiliser des points ou on peut utiliser des barres horizontales avec deux séries de données. Dans le cas d'un concept, on utilisera une illustration.